Donc tout d'abord, bonsoir et bienvenue à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'équipe de communication et moi-même, on tenait à vous remercier, donc intervenants et auditeurs, quant à votre participation. Donc ce soir, je suis accompagné de Yann, Sébastien et Elvire, afin d'échanger autour d'une thématique qui est très intéressante, mais aussi d'actualité, qui est axée management du changement, à savoir comment gérer la baisse d'activité et motiver son personnel. Euh, Concernant le déroulé du webinaire, tout d'abord, tout d'abord, les intervenants vont chacun se présenter. Ça restituera un petit peu le contexte. Suite à quoi, Yann prendra la parole pour exposer sa réflexion sous le prisme, on va dire, à la fois théorique et sociologique. Puis nous basculerons en fait sur une sorte de table ronde virtuelle cadencée par mes questions auxquelles effectivement chacun des intervenants aura l'occasion d'apporter des éléments de réponse. Madame, messieurs, j'ai envie de dire c'est à vous. Je vous invite effectivement à vous présenter. Je t'en prie, Elvire. Bonjour, Elvire Prochilo, je travaille dans l'accompagnement de créateurs d'entreprises innovantes en marketing stratégique opérationnel et dans la gestion de projets complexes liés aux projets collaboratifs de R&D ou bien des projets de développement économique. D'accord. Vas-y, Yann. Merci, Sébastien. Yann Ferguson, je suis sociologue. Je travaille sur plusieurs sujets. Je suis intervenant consultant dans les entreprises pour apporter quelques notions d'analyse sociologique sur les organisations au travail et sur le travail lui-même. Je suis aussi spécialiste de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Je l'étudie et je contribue aussi à développer des applications qui permettent à l'utilisateur de s'épanouir dans son activité. Voilà. Ça marche. Et Sébastien Saffon, je suis directeur des technologies et d'innovation chez HBF. HBF est une ETI toulousaine. Le siège est basé à Mazères. On a un petit lab à la Belge. On est fabricant et distributeur de matériel électrique, éclairage et maisons connectées. Et donc, je m'occupe de tout ce qui touche aux technologies, donc le système d'information, la recherche et développement de produits, toute la partie industrialisation, notamment avec nos amis asiatiques. Et puis voilà, et donc avec la chaîne qualité derrière pour assurer la qualité à nos produits. D'accord. En ce qui me concerne, donc moi je suis Jean-Luc Castex, directeur des opérations de Dragon Trust, qui est une filiale du groupe Unid et qui est une entreprise du service numérique spécialisée en cybersécurité, qui est basée donc sur Toulouse, mais qui rayonne effectivement sur tout l'Hexagone. Voilà, donc de conseiller de service. Du coup, pardonnez-moi. Yann, je te laisse la parole pour introduire effectivement le webinaire. Ouais. Alors, le sujet qui nous rassemble, c'est sur qu'est-ce qui peut nous maintenir motivés dans cette période assez contrariante du point de vue de nos activités professionnelles et de évidemment de notre activité économique. Alors, je voudrais remettre un peu le sujet en perspective, comme c'est la mission qu'on m'a donnée. D'abord pour dire que l'idée selon laquelle le travail est une activité épanouissante, chose qui nous semble évidemment aller de soi aujourd'hui, est une notion assez récente. Comme vous le savez, travail, ça vient de tripalium. Tripalium, c'est un instrument de torture à 3 pieux qu'utilisaient les Romains pour punir les esclaves qui avaient fait une bêtise ou qui avaient tenté de s'échapper. Et ce n'est que vraiment au début du 19e siècle, avec la révolution bourgeoise, que l'idée selon laquelle le travail et l'épanouissement de soi était un lieu où on devait se réaliser, a commencé à se développer. Que ce soit de la bourgeoisie, on va dire, c'est une idée de droite comme de gauche, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Marx, par exemple, dit bien dans le Capital que selon lui,
le fait que l'homme travaille contribue à l'essence de l'homme. Hein. L'essence de l'homme, c'est de travailler. Alors, il y voyait plutôt les activités productives en disant finalement l'homme est la seule espèce qui transforme, qui produit ses propres moyens de subsistance. Là où les autres animaux vont chercher dans la nature, en l'état, ce qu'ils trouvent, eh bien, l'être humain, il met en œuvre toute une activité de transformation de ce qu'il trouve pour développer ses moyens de subsistance. Donc, Marx va vraiment dire que le travail, c'est l'activité par laquelle l'homme se distingue de l'animal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je parle de Marx volontairement parce que ce n'est pas forcément lui qu'on associerait au travail. Alors que non, pour Marx, c'est très important. Alors ensuite, il y a eu pas mal de sociologues qui ont évoqué comment on se réalisait à travers le travail. Alors, il y a eu un sociologue qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu qui a dit voilà, il y a 4 domaines par lesquels on se réalise par le travail. D'abord, on partage une forte culture d'entreprise. Donc, on fait partie d'un groupe. On se sent associé à un destin commun. Il y a la réalisation d'une œuvre, le fait de produire quelque chose qui a un impact, qui va avoir un impact sur la société, ou voilà, le fait de réaliser quelque chose va contribuer à l'identité du travailleur. Il y a la trajectoire professionnelle marquante, c'est-à-dire par exemple débuter tout en bas d'une entreprise et finir un poste de direction. C'est un élément qui va très fortement contribuer à l'identité que l'on se fait. Et puis la quatrième chose, c'est une résistance. Lorsque par exemple vous contribuez à une grève prolongée, eh bien votre résistance à la direction va former une identité. Donc voilà, ça c'est 4 éléments qui vont fortement contribuer à l'identité du travailleur et à dire que finalement, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, la deuxième ou la troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Et donc ça montre à quel point aujourd'hui cela va de soi, alors que c'est assez récent, que le travail est une activité qui construit l'individu. Alors pourquoi aujourd'hui quels sont un peu je dirais les grands travaux plus récents, parce que là on est remonté loin dans le temps de la sociologie, qui peuvent montrer à quel point il y a une désolidarisation de l'activité de travail et de la réalisation de soi. Le simple fait d'abord que l'on fasse de la motivation au travail un sujet en soi. Voilà, comme si la motivation était quelque chose d'extérieur au travail lui-même. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra, on paie beaucoup de formation à la motivation, on apprend aux managers à motiver les collaborateurs. Voilà, il y a tout un business aujourd'hui autour de comment motiver vos collaborateurs. Comme si le simple fait de faire une activité intéressante, eh bien, n'était pas nécessaire, n'était pas suffisant à la motivation. Comme si on avait sorti la motivation de l'activité elle-même. Alors effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une manière, le travail s'est organisé de telle façon à ce que beaucoup de gens se sont éloignés du travail lui-même, ce qui va le rendre beaucoup moins motivant. On est dans une espèce de méta-travail, c'est-à-dire qu'on fait, on fait beaucoup de reporting, par exemple, où on décrit par des indicateurs notre activité et on y passe presque autant que l'activité elle-même, autant de temps que l'activité elle-même. Et donc, on se détache petit à petit d'une relation subjective à son travail, qui va dire j'ai fait du bon travail, j'ai bien travaillé, j'ai pris du plaisir, et on va y le mettre à distance. Et finalement, l'indicateur du bon travail, il passe par les indicateurs objectifs, ceux que l'on renseigne à la fin de la journée pour faire son lean, pour faire sa salle d'indicateurs chez les industriels, etc. Donc il y a une espèce de détachement envers la tâche qui va faire que petit à petit, ça il y a beaucoup de spécialistes du travail qui disent qu'on s'éloigne du travail lui-même. Alors pourquoi on s'éloigne du travail lui-même? Parce qu'on a beaucoup plus investi dans l'organisation. On a davantage investi dans l'organisation que dans le travail. C'est-à-dire qu'on s'est plus concentré, les managers qui ont énormément augmenté, le volume de managers dans beaucoup de secteurs est plus important que ceux des non-managers, alors que la productivité n'a pas monté. Je crois qu'il faut y réfléchir à ça. C'est un manager qui vous parle. Eh bien, petit à petit, on a vraiment investi dans l'organisation et beaucoup moins dans le travail. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est ce qu'on dit, le processus évince la pratique. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus investi dans un processus de travail davantage que dans un travail lui-même. Donc ça va être quelque chose qui va manifester une diminution de l'intérêt envers l'activité.
Alors évidemment, ce que je vous dis, c'est un peu indépendant de la période actuelle, mais je trouve que c'est intéressant de regarder véritablement ce qui nous motive dans le travail. Et il y a une chaire dont je fais partie, qui s'appelle la chaire Sens et Travail, qui a fait une grande enquête nationale pour savoir qu'est-ce qui nous plaisait dans le travail. Et en fait, ce qui nous plaît dans le travail, c'est pas les happiness managers, c'est pas la qualité de vie au travail, c'est pas ça qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est de faire du bon travail. Voilà, c'est ça qui fait qu'on est motivé, c'est d'être en situation de pouvoir faire du bon travail. Et qu'est-ce que c'est pouvoir faire du bon travail? C'est aligner des compétences avec un niveau de difficulté élevé. Voilà, avec un challenge. Sentir qu'il y a un challenge qui est d'un bon niveau et qu'on a les compétences pour l'atteindre. Et ça, on l'oublie trop souvent parce qu'on s'investit énormément dans l'organisation, dans les indicateurs, dans le process, et on s'éloigne de plus en plus du travail. C'est pour ça que la chaire Sens et Travail, on essaie d'amener les managers, parce que c'est une chaire surtout sur le travail du manager, à investir davantage dans le travail que dans l'organisation. Ok. Si, je rebondis là sur ce que tu viens de dire juste à la fin. De ce que je comprends, en fait, la motivation, elle est fonction de ce sentiment de travail bien fait, c'est ça? Exactement. Il y a eu un très célèbre psychologue hongrois qui a un nom invincible au Scrabble, hein, Mihaly Csikszentmihalyi, qui a dit que le moment où on était le plus heureux dans la vie, c'était quand on était dans l'état de flow. C'est le concept de flow. Et le flow, c'est ce que j'ai décrit, c'est lorsque vous avez un alignement des planètes entre un challenge élevé et les compétences disponibles. Alors quand il y a un challenge faible et que les compétences sont importantes, vous êtes dans une forme d'apathie, dans un ennui. Lorsque vous avez un challenge élevé et que vos compétences sont limitées, vous êtes dans un stress, vous êtes inquiet. Mais à mesure que vous alignez vos compétences sur un niveau de challenge, eh bien, on rentre dans le flow. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études, ils ont fait des études de longue haleine. Comme ça, ils ont demandé à des gens qui étaient plutôt des opérateurs. Ils leur ont dit qu'est-ce que vous pensez du travail? Ils ont dit oh, le travail, ça nous embête. Si on pouvait, on aurait plus de temps libre. Mais pour essayer donc ça, c'était du déclaratif. Et ils leur ont demandé à 10 moments de la journée, lorsqu'il y avait un bip qui sonnait, de remplir un court questionnaire. C'était de dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quel est le niveau de difficulté, quelles compétences vous mobilisez et dans quel état intérieur vous vous sentez. Et donc, ils ont fait ça 10 fois dans une journée de travail. Et après, on leur a demandé de faire la même chose pendant le week-end. Eh bien, paradoxalement, ces mêmes gens qui avaient dit le travail nous embête avaient des résultats bien plus positifs pendant qu'ils travaillaient que pendant leur week-end. Voilà. Donc, en fait, la conclusion, c'est que ils souhaitent ce qu'ils n'aiment pas et ils n'aiment pas ce qu'ils souhaitent. En fait, la plupart des gens, paradoxalement, pensent qu'ils sont plus heureux quand ils ont du temps libre. Mais en fait, cette enquête montre que, en tout cas sur le concept de flow, ils sont plus investis, ils ont le sentiment d'être plus connectés à la réalité lorsqu'ils sont en train de travailler. Encore faut-il que l'activité qu'on propose aux personnes qui travaillent fasse sens du point de vue de la personne. Voilà. Donc, je crois que on a une opportunité actuellement de vraiment réfléchir, de savoir si on, on met les personnes en situation de faire du bon travail dans nos organisations. Voilà. Est-ce que c'est une préoccupation? On a beaucoup amélioré la question de la qualité de vie au travail. Comme je dis, il y a des entreprises qui ont mis en place des happiness managers, qui ont mis des baby-foot, qui ont mis des machines à café, etc. Mais les enquêtes montrent que ce n'est pas ça que les gens veulent au travail. Ce qu'ils veulent les gens au travail, c'est faire du bon travail. Voilà. La satisfaction client, par exemple, c'est un des principaux critères de plaisir au travail, bien plus que la machine à café. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, le rôle du manager, ce serait une mise en réussite. Une mise en réussite, c'est-à-dire créer le cadre par lequel la personne est en situation de faire du bon travail et d'exercer son jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas du bon travail seulement au sens où il y a quelqu'un qui me dit tu as fait du bon travail. C'est parce que j'ai pu exercer mon jugement en situation, j'ai pu avoir une prise sur mon travail, sur mon livrable, et j'ai l'intime conviction au final que j'ai fait un travail de qualité, bien plus que l'indicateur qualité qu'on a mis à la fin. Ça rejoint un peu la dualité entre les différents scientifiques en fait, qui interviennent sur la théorie de la motivation, sur les leviers intrinsèques ou extrinsèques
de l'humain, entre guillemets. Oui, oui. Où les leviers intrinsèques sont bien plus puissants, entre guillemets, que les leviers extrinsèques qui reviendraient à dire, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, pardon, j'en perds mes mots, mais tout ce qui est lié à l'environnement de travail, etc. etc. Bah, pour ceux qui connaissent moins ces termes, hein, les leviers extrinsèques, pour le dire trivialement, c'est la carotte et le bâton. Hein, c'est tout ce qui vient de l'extérieur de vous-même pour vous motiver. Et l'intrinsèque, c'est la peur et le désir. Bon, il est évident que vous pouvez faire avancer quelqu'un par la peur, mais qu'il ira moins loin que si il a une adhésion. Mais là encore, on est dans une vision qui consiste à dire que la motivation, c'est le manager qui doit l'amener, quoi. Mais encore une fois, en tout cas, les différents travaux que je consulte montrent que la motivation, elle vient du travail lui-même. Voilà. Le manager s'est beaucoup transformé en espèce de coach personnel, de thérapeute ou de gourou qui doit accompagner chaque collaborateur vers un épanouissement personnel voilà, être un peu il y a une approche un peu psychologisante du travail. Non, je crois que le travail, c'est très simple. Hein. Vous faites votre activité et est-ce que cette activité, la façon dont elle est designée, le sentiment que vous avez d'avoir une maîtrise sur elle, vous met en joie. Voilà, elle vous met en situation de vous réaliser. C'est pas, il n'y a pas besoin de séminaire, il n'y a pas besoin de grandes théories, il y a juste besoin de faire un travail intéressant. Bah, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Quand j'ai le premier job que j'ai fait, j'ai coupé du raisin. J'ai été dans des châteaux où on m'a dit tu coupes et tu te tais. Et il y en a d'autres où on m'a expliqué quel était le sens de ce que je faisais, où ça se situait dans le process, quel était le bon grain, pourquoi le bon grain faisait du bon vin. Tout ça faisait que il y en avait un, j'étais juste un coupeur, et dans d'autres, je faisais du vin. Et pourtant, je faisais la même journée exactement la même activité. Voilà. Dans tous les cas, j'avais des ciseaux, j'étais plié en deux et je coupais des grappes. Mais entre faire du vin et couper une grappe, c'est pas le même sens. Est-ce que Sébastien ou Elvire souhaite rebondir sur ce que vient d'exposer Yann? Écoute, ce que dit Yann, c'est qu'il faut donner du sens à la valeur travail. Effectivement, aujourd'hui, en 2020, dans les entreprises, c'est un enjeu qui est primordial, quel que soit le poste, qu'on soit à la production, au commerce, au numérique, il faut donner du sens au travail. C'est vrai qu'en fonction des typologies de salariés, ce n'est pas toujours évident, typologie de poste, mais effectivement, la communication doit y aider. Le partage, comprendre où va l'entreprise et puis expliquer en quoi la contribution du salarié aide à grandir, à faire grandir l'entreprise. Voilà. Il faut accompagner, discuter, expliquer. On passe beaucoup plus de temps en communication aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et voilà, c'est tout un travail qui paie derrière, hein, puisque le salarié est investi. Oui, tout à fait. Moi je rajouterais aussi ça revient à la direction de l'entreprise d'impliquer ses salariés dans la vie de l'entreprise et dans la stratégie. Ça rejoint aussi ce que dit Yann sur le niveau d'intérêt à la tâche, en fait, par rapport à son exemple sur le vin. Donc effectivement, en situation de crise, il paraît intéressant que le dirigeant puisse communiquer auprès de ses salariés, expliquer la situation de la façon la plus transparente qu'il imagine, pour que les salariés restent quand même alignés avec la culture de l'entreprise et motivés pour continuer à servir cette entreprise. Et l'enjeu ensuite va se mettre sur la construction d'un éventuel plan d'action et pour pouvoir rebondir, et qui peut aussi passer par l'implication des salariés dans ce fameux plan d'action. Donc peut-être en les faisant travailler sur des sujets de fond pendant cette baisse d'activité, des sujets qui sont dans les cartons dans les entreprises.
peut-être des sujets de R&D, peut-être des réflexions sur des nouveaux produits. Donc peut-être faire jouer cette innovation collective donc, au sein de l'entreprise avec ses salariés et puis ses managers qui peuvent jouer un rôle d'animateur justement de ces actions-là. Et un autre axe qui peut être exploité pendant une baisse d'activité, évidemment, c'est la formation. Donc, c'est peut-être proposer des actions de formation, interroger les salariés sur leurs besoins en formation et proposer justement peut-être des modules qui vont les aider à monter en compétences et à mener encore plus de valeur ajoutée dans l'activité de l'entreprise. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Elvire, c'est que il y a effectivement ce que le manager peut voir comme formation intéressante, il y a ce que le collaborateur peut demander, mais il peut y avoir aussi, puisque l'activité diminue et qu'aussi on ne sait pas quels seront vraiment les besoins de l'avenir, comment chaque entreprise devra un peu pivoter par rapport à des transformations. C'est peut-être une occasion de sortir d'une approche purement utile de la formation. C'est-à-dire en regardant bien à court terme, qu'est-ce que ça va amener à la boîte. On parle beaucoup de la polyvalence, on parle beaucoup de la nécessité d'être flexible, d'être agile. L'agilité, elle ne se construit pas sur de la spécialisation, elle se construit aussi sur une forme de compétence plus générale. On a un ICAM qui est un peu connu, puisqu'il s'appelle Octave Klaba, c'est le créateur d'OVH. Et quand il est venu parler à nos étudiants, il a dit vous devez vous créer une compétence en T inversé. Voilà, la barre verticale, c'était la spécialisation. Il dit il faut des gens qui touchent un peu leur bille sur un certain nombre de domaines, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir que ça. Ce qui m'intéresse, c'est aussi avoir la vision large. C'est aussi d'avoir une agilité, de déplacer la barre du T sur d'autres domaines, sur d'autres approches, parce que finalement, la barre verticale, j'en ai peut-être besoin à un certain moment, mais après, j'en aurai plus besoin. Et il va falloir que le salarié, il évolue, il va falloir qu'il pivote. Et donc, il y a peut-être des compétences qui ne sont pas explicitement, pour certains salariés en tout cas, utiles à court terme par rapport à l'activité mère, mais peut-être qu'elles le seront d'ici quelques années, comme par exemple si vous avez des techniciens ou des opérateurs et que d'ici 2 ans, finalement, vous leur amenez une nouvelle technologie, un robot à intégrer dans un process de production ou un nouveau soft, peut-être qu'il sera plus réceptif si à ce moment-là, il a fait une formation sur les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, sur les nouveaux potentiels d'automatisation, etc. Alors même que quand il a fait cette formation, c'était quelque chose pour satisfaire une curiosité générale. Peut-être qu'à un moment où ça deviendra important, il y aura un terrain qui aura déjà été un peu ouvert et ça donnera la possibilité à la personne d'être plus réceptif à ces transformations. Si vous le voulez bien, on va basculer effectivement entre guillemets, sur la table ronde et je vais vous demander effectivement à chacun de nous faire un retour d'expérience sur la façon dont vous avez vécu effectivement cette baisse d'activité induite notamment par la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser depuis le mois de mars. Je vous laisse la parole, notamment à Elvire et Sébastien. Elvire, tu vas attaquer ou pas? T'as le micro coupé. Pardon, excusez-moi. Oui, donc je peux faire effectivement un retour d'expérience. Alors moi, je travaille en indépendant, en fait, en freelance. Donc effectivement, j'ai pas vécu une baisse d'activité, Aurélien, mais plutôt une augmentation ou une intensification de mon activité, puisque tous les rendez-vous se sont transformés en visioconférence, en meeting, en visioconférence, et forcément, on gagne énormément de temps logistique, en déplacement, et puis aussi en intervention informelle, avant même de rentrer dans le vif du sujet d'une réunion.
Donc, en fait, moi, j'ai vécu plutôt une augmentation, une densification de mon activité et plus d'efficacité. Et presque, je dirais qu'il me manquait un peu de temps, et c'est maintenant que je le trouve, puisqu'on va dire que l'activité, c'est quand même un peu ralenti. Mais là, aujourd'hui, je trouve un peu de temps pour prendre du recul sur mes missions, sur mon positionnement, sur ma stratégie, et voir comment je peux faire évoluer cette activité et ce métier dans les mois qui viennent, voilà, par exemple. Ok, donc pour faire un petit témoignage sur la partie HBF, sur HBF, on est déjà à peu près 130-140 personnes en France. On a différentes populations. On a une population logisticienne, on a une population plutôt administrative, et puis après on a des commerciaux sur le terrain. Donc il a fallu adapter les mesures Covid. Alors bon, pendant le confinement, on a tous l'impression qu'on est resté chez nous enfermés, mais ce n'est pas vrai en fait, puisque il y avait quand même une population logistique qui était sur le terrain. Il y avait quand même des passe-droits pour que les activités des entreprises puissent perdurer. Donc nous, on avait tous les jours une quinzaine, entre 15 et 20 personnes qui venaient sur le site pour délivrer les quelques commandes qu'on avait, notamment les commandes liées à l'activité web, puisque tout le monde s'est rabattu sur Internet pour essayer d'assurer ses approvisionnements. Et donc, effectivement, il y a un petit choc de population à traiter dans l'entreprise, puisqu'il y a eu des collaborateurs qui se sont retrouvés en arrêt total, les populations plutôt des commerciaux. Il y a une population administrative qui s'est retrouvée en activité partielle. Certains ont continué à travailler à 100% depuis chez eux. Et puis, il y a une population qui a dû venir sur site et qui a pris des risques, effectivement, puisque le Covid, aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul et encore, mais au mois de mars-avril, c'était quand même pas évident d'envoyer des collaborateurs au travail, se croiser et autres. Et puis, on a découvert les mesures au fur et à mesure à appliquer. Et donc, on n'était pas forcément toujours préparé. L'État n'était pas forcément préparé. Les décrets n'étaient pas forcément sortis. Et donc, il a fallu que l'entreprise s'adapte en permanence, que ce soit pour accueillir sur site des salariés ou que ce soit pour télétravailler, mettre en place du chômage partiel au total. Et donc, voilà. Donc, ça a été une période assez compliquée avec des CODIR tous les jours pour nous, pour essayer de se réajuster en permanence. Beaucoup communiquer, on a fait des comités avec les managers, on a fait des meetings Teams, pour ne pas citer l'outil, avec les salariés aussi, pour essayer de les informer en permanence. Et on a appris au fur et à mesure. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié, c'est d'avoir une communication transparente. La direction ne détient pas forcément la vérité, on essaye de s'ajuster. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ces 2 mois de confinement. Voilà. A priori, on a eu des retours, on a fait passer les questionnaires auprès des collaborateurs. On partage encore ce matin là-dessus, savoir comment ils avaient vécu cette période. Voilà. Donc certains, alors, la grande majorité a trouvé que la direction avait pris les bonnes décisions, les bonnes mesures, le bon niveau de communication. Certains ont trouvé qu'on en avait trop fait. Après sur le retour, notamment avec le port du masque obligatoire alors qu'il n'était pas encore forcément. Voilà, donc des mesures un petit peu contraignantes qui ont été un petit peu mal vécues parce qu'intrusives dans le confort au quotidien du collaborateur sur le lieu de travail. Donc voilà, donc ça aussi, ça s'explique, ça se comprend. Et puis voilà, il y a toute une culture quand même qui a changé avec cette période Covid, une culture de télétravail qui s'est créée avec des outils digitaux qui se sont déployés massivement. Et donc, voilà. Donc, on a quand même beaucoup appris de cette période. On a essayé d'en profiter pour faire un pas vers le numérique encore plus important. Et voilà, ça, c'est le côté positif à retenir. Écoute, ça me fait rebondir un peu sur ce que pour passer à la question suivante. La question, c'était de savoir si est-ce qu'il fallait effectivement communiquer auprès des collaborateurs. Le cas échéant, faut-il être transparent? Faut-il justifier effectivement la baisse d'activité?
autant de questions effectivement autour de la communication. Comment faut-il aborder effectivement cette partie-là? Écoute, nous, on a joué le choix de la transparence. Comme je l'ai dit, voilà, pour moi, il y a deux baisses d'activité. Il y a une baisse d'activité qui est réelle. La baisse d'activité réelle, pour moi, c'est le business, il n'est plus là. L'entreprise ne facture plus, il y a un chiffre d'affaires qui s'écroule. Et donc là, forcément, en tant que dirigeant, on doit préserver l'avenir. Et donc, il faut sécuriser la trésorerie et essayer de réduire drastiquement les charges, aller chercher les PGE et autres dispositifs qui vont bien. Et puis les collaborateurs comprennent qu'effectivement, mais quand il n'y a plus de rentrée d'argent ou qu'elle est très limitée, on se replie un petit peu sur soi-même, on réduit le risque. Ensuite, il y a des fois des baisses d'activité qui sont plutôt imposées. Elle est imposée pour un collaborateur qui, lui, a une roadmap projet qui est très importante. On a énormément de projets. Par exemple, liés au Covid, on a énormément de sujets numériques. Accompagner les collaborateurs sur des nouveaux outils, les former, les déployer, etc., etc. Donc, il y a au final, sur certaines populations, une activité qui est extrêmement importante. Et malgré tout ça, voilà, on va expliquer aux collaborateurs qu'il va falloir réduire, passer à mi-temps, parce qu'il faut préserver l'avenir de la société et qu'on n'a pas le choix. Et pourtant, il faut qu'on se démène encore plus. Et donc, c'est quand même assez compliqué à expliquer et à faire entendre à ces collaborateurs-là qui sont très sollicités. Et voilà. Et donc, en fonction de ces deux, c'est pas forcément le même discours à tenir. Et donc, il faut faire attention à la communication qu'on peut apporter. Voilà ce que je pourrais dire moi sur les deux visions qu'on a eues là sur la baisse d'activité entre la réelle et l'imposée. Voilà, il faut faire attention. D'accord. Elvire, Yann, vous souhaitez apporter des éléments sur le fait de communiquer ou non, sur comment Moi, communiquer? je vais être en témoignage cette fois plus qu'en tant que sociologue, mais quand j'ai pris une fonction de management il y a 3 ans. Aujourd'hui, je viens de recruter, mais je vais avoir 13 personnes dans mon équipe. Une des choses qui m'a le plus surprise quand j'ai commencé, c'est d'entrer évidemment dans le secret des dieux sur un certain nombre d'informations, mais aussi sur les instructions que je recevais sur la manière de les diffuser. Voilà, en disant ça tu dis pas, non ça tu dis pas, avec toujours de la bienveillance dans les motifs pour lesquels on ne dit pas, mais une bienveillance qui parfois peut confiner à une forme de paternalisme. Voilà, une espèce de surprotection du manager qui pense que si on communique en transparence sur un certain nombre d'informations, on a des personnes qui vont être en panique, qui vont. Alors, bon, ma vision du management est limitée puisque moi je manage des équipes d'enseignants, donc je suis sur un public très particulier, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre en quoi des personnes qui parfois avaient 10-15 ans de plus que moi, qui avaient élevé des enfants, qui avaient vécu des situations difficiles, etc., devaient être préservées d'un certain nombre d'informations qui les mettraient dans une panique totale. Moi, je crois beaucoup, comme Sébastien l'a dit, au fait que c'est dans une communication fluide, transparente, que vont pouvoir se loger des échanges sereins. Alors que lorsqu'on a qu'un bout d'information, eh bien, l'imagination, voilà, la nature ayant horreur du vide, comme on dit, l'imagination viendra compléter les trous dans la raquette, avec parfois quelque chose de bien pire que l'information qu'on a voulu cacher par volonté de préserver les individus quoi, et les salariés. Donc, moi, je prône vraiment une responsabilisation par la transparence. D'accord. Donc, effectivement, si je résume, c'est vraiment, oui, communiquer, oui, être transparent, effectivement, afin de responsabiliser les collaborateurs. C'est difficile de leur demander d'être responsables à certains moments et de ne pas leur communiquer les informations à d'autres en estimant qu'ils n'ont pas la responsabilité de traiter cette information. Moi, je crois que la responsabilité, elle n'est pas à géométrie variable. Soit on considère que les personnes sont des adultes responsables et on les considère comme tels
quelle que soit la situation, soit on part du principe que non, les travailleurs, les collaborateurs, les salariés sont des individus extrêmement sensibles, extrêmement fragiles et qu'il faut les manier avec précaution. Voilà, bon, ben, moi, entre ces deux approches qui sont un peu caricaturales, hein, j'en conviens, ben, je préfère la première. D'accord. Donc, pas au cas par cas, c'est-à-dire effectivement communiquer auprès de tous les collaborateurs. Le cas par cas, ça vient quand la situation vise des personnes en particulier. Voilà, c'est différent. Vraiment les responsabiliser. Ok. Est-ce qu'il faut justifier effectivement la baisse d'activité dans le cadre effectivement de cette communication? Est-ce qu'il faut la justifier si tout du moins elle est justifiable ou pas? Sébastien, il est peut-être plus légitime que moi pour répondre, mais je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez une activité qui produit un bien ou un service et qu'on est dans une situation quand même de ralentissement économique, chacun pressent bien que c'est un sujet. Voilà, il y a un sujet. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse pourrir dans un coin où les personnes vont venir coloniser l'absence d'échange par des fantasmes, en commençant déjà à se dire lesquels vont partir en premier, etc. Ou est-ce qu'il faut partager la situation? Voilà, les gens vivent en dehors du travail, hein, ils regardent la télévision, ils lisent les journaux, et on ne parle que de baisse d'activité. Donc, à partir du moment où vous fournissez un bien ou un service, les personnes vont se poser des questions. Est-ce que vous voulez qu'ils fassent eux-mêmes les réponses, ou est-ce que vous voulez parler avec eux et leur amener un peu une vision claire et transparente sur l'état de votre entreprise? Bon, moi, je préfère à la limite une information factuelle à quelque chose qui relève de l'imagination. D'accord. Surtout que, si je peux me permettre de réagir, la situation là, qui nous occupe et qui nous a occupés, hein, le Covid, c'est une baisse voilà, qui est structurelle, conjoncturelle, et donc qui est facilement explicable. À contrario, quand il y a des baisses d'activité, de chiffre d'affaires ou autres, voilà, qui sont plus liées au fonctionnement de l'entreprise profond et qui nécessitent des analyses, des audits, une vraie réflexion stratégique, c'est toujours plus compliqué pour la direction de communiquer trop tôt, en tout cas. Voilà, là, c'était assez aisé de faire comprendre pourquoi il y avait baisse d'activité. Ce qui était moins aisé, c'était d'expliquer combien de temps elle allait durer, quel impact elle allait avoir, expliquer toutes les mesures qui étaient mises en place. On peut le faire, sauf qu'on a quand même découvert au fur et à mesure les décrets et les ajustements. Et donc, à chaque fois, on est obligé de réadapter le discours. Et voilà. Et donc, c'est le juste milieu entre trop communiquer, pas assez, en fonction des éléments qu'on a en notre possession. Et c'est le jeu d'équilibriste qui a été assez compliqué. Mais bon, on l'a vu jusqu'au plus haut sommet de l'État. Hein. Ils ont été les premiers à nous montrer que la communication dans ces temps de crise, elle était complexe. Et on ne peut pas dire voilà, que tout a été fluide entre la communication du président ou du Premier ministre et ce qui descendait derrière en termes de décrets applicables aux entreprises. Il y avait toujours des écarts assez notables. Voilà. Donc, effectivement, oui, le fait de communiquer ou non se fait également au regard de la nature de la baisse d'activité. Elle est plus aisée, effectivement, dans le cadre parce qu'elle est induite par une crise sanitaire que. C'est conjoncturel par rapport à du structurel, effectivement. C'est toujours, il faut communiquer, mais voilà, il faut peut-être communiquer un peu plus tardivement quand on a plus de matière. Il y a une intervention de Didier hein, qui fait bien la distinction entre communication et compréhension. Je crois qu'avec les outils numériques, on a développé un peu cette confusion entre communication technique et communication humaine. Voilà, le fait d'envoyer une information par mail ne vous assure pas de la compréhension. Voilà, la communication humaine, c'est justement celle qui est du côté de la compréhension mutuelle. C'est s'assurer que le message que vous voulez transmettre a été bien compris. La communication technique, c'est simplement le fait que vous avez envoyé une information à un maximum de monde, souvent via un dispositif technique. Ce sont deux choses différentes, mais qu'on a tendance à confondre. Voilà, quand on a envoyé un mail d'information, on a partagé une information, mais on n'a pas communiqué au sens de la compréhension. Voilà. Et c'est là où il peut y avoir un accompagnement plus fin que envoyer des mails communs à tous les collaborateurs.
On va se dépêcher entre guillemets dans la mesure où après on va basculer effectivement sur une session de questions-réponses avec les personnes qui nous écoutent. Avant-dernière question, j'aimerais que vous soyez succinct. Quelle est la place pour vous effectivement de la digitalisation dans la gestion de la baisse d'activité? Qui se lance? Elvire? La digitalisation, est-ce qu'elle n'a pas permis de ramener de l'activité dans l'entreprise à travers le télétravail, justement, puisque effectivement, les gens ont dû quitter leur entreprise, mais finalement, l'outil télétravail, la visioconférence, ont permis de conserver le lien entre le management et les salariés et de maintenir un niveau d'activité qui évidemment n'est pas le niveau d'activité en situation normale, mais cela dit, les entreprises ont réussi à maintenir un petit niveau d'activité qui va leur permettre de rebondir maintenant, quoi, en fait. Donc l'outil digital, oui, il est intéressant. Il est intéressant dans le domaine de la formation aussi, aujourd'hui avec le e-learning qui se développe. Mais est-ce que typiquement dans un contexte de formation, on n'est pas forcément dans une baisse d'activité, ça peut rentrer dans un plan de formation à part entière et permettre aux salariés de suivre des modules de formation à distance tout en continuant à développer l'activité au sein de l'entreprise et leur mission au sein de l'entreprise. Donc le digital, il a été utile pour peut-être temporiser un peu justement sur cette baisse d'activité. Je ne sais pas, Sébastien, Yann. Ouais, moi, je vais aller au-delà. Pour moi, c'est l'avènement de la transformation digitale. C'est le point d'orgue. Cette crise, c'est la reconnaissance de tous les projets digitaux qui ont pu être entrepris par les entreprises en amont. Ou en tout cas, ça a mis en difficulté les entreprises et les organisations qui ont mis longtemps à croire en cette transformation numérique et qui aujourd'hui se sont retrouvés dans une grande complexité pour certains de mes confrères. Et donc tous les efforts qui ont été mis en place dans les entreprises avec beaucoup de freins à ces changements-là, quand on met en place la communication Teams sur l'outil Teams ou Zoom ou autre dans les entreprises, le chat, si vous savez tout ce qu'on peut entendre effectivement de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde en est fan, tout le monde s'est approprié ces outils. On avait eu beau faire 3-4 sessions de formation en 2019. Les personnes revenaient vers nous en disant Teams, ça ne sert à rien, on ne sait pas s'en servir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'en sert extrêmement bien. Ils n'ont pas eu besoin d'être formés pendant le télétravail, pendant la période Covid. Et tout le monde s'est approprié ces outils, comme quand on s'installe une application lambda sur son iPhone. Il n'y a personne à la maison qui va nous expliquer comment s'en servir. Et aujourd'hui, je pense que la transformation digitale, elle s'est grandement accélérée. Et l'acceptation, surtout, de la transformation digitale s'est grandement accélérée avec cette période Covid où tout le monde a dû apprendre à travailler depuis chez lui. Il y avait les outils qu'il avait à sa disposition. Et du coup, c'est un grand pas en avant en termes de conduite du changement, notamment. Personnellement, je suis assez d'accord. J'ai un parti pris. Alors vous, sur vos métiers d'ailleurs, organisateur d'événements, je ne sais pas si vous auriez pu organiser ce type d'événement en webinar avec autant de participants l'année dernière. Et tous ceux qui font du voyage d'affaires et qui se déplacent énormément, je ne sais pas s'ils auraient pu envisager faire des meetings aussi importants à distance, tel qu'on le fait aujourd'hui. Voilà. C'est ça, c'est au-delà d'avoir mis en exergue effectivement les manquements en termes d'infrastructures informatiques de la part des sociétés. Ça a été effectivement, comme tu disais, l'avènement effectivement de tous ces projets de digitalisation des entreprises. La preuve par l'exemple que ça sert véritablement à quelque chose. Donc je te rejoins personnellement et je pense qu'on est tous en phase alignés sur
sur la question. Après, j'ai pas lu effectivement ce que Yann nous a envoyé là sur le chat, mais je vais lire avec grande attention. Dernière question, là aussi il faudra être synthétique. On va clore effectivement l'échange sur cette question. Du coup, est-ce que vous avez une idée sur la façon d'accompagner la reprise? Ça rejoint la question d'Anaïs sur le chat. Selon ça. La façon d'accompagner la reprise, elle peut passer par l'innovation. Donc peut-être qu'il y a c'est peut-être un moyen à travers l'intelligence collective de peut-être justement de réfléchir à des axes de diversification produits ou services, ou d'innover sur un nouveau produit qu'on avait qui est dans des cartons. C'est être créatif, c'est pouvoir avoir prendre du recul sur l'environnement, sur le contexte, essayer de trouver des opportunités de marché, des nouvelles opportunités de partenariat pour justement essayer de rebondir sur le développement de nouvelles activités. Donc, ouais, accompagner la reprise pour nous, c'est déjà accompagner ça a été d'accompagner le retour des salariés sur le site. Ça, c'est pas une mince affaire. À la fois pour sécuriser le retour et puis pour aussi susciter l'envie de revenir, puisque c'est un vrai sujet. Tout le monde a bien accepté, relativement bien accepté la période télétravail. Et puis du coup, comment est-ce qu'on fait revenir les salariés? Ça, c'est voilà. Et donc pour les faire revenir, pour qu'ils aient envie de revenir, c'est de ressusciter de l'intérêt, de la motivation dans les projets, dans le développement de nouvelles activités, recréer de la synergie entre les équipes, localement notamment, pour redonner envie de travailler en synergie sur des projets. Parce qu'effectivement, le télétravail, c'était bien, mais on s'est rendu compte sur la partie atelier, mode projet, où c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ça, c'est le constat que nous, on a pu en faire. Et donc, voilà, sur ces parties-là, sur ces sujets qui nécessitent vraiment d'avoir les collaborateurs sur site, et c'est de proposer des moments plus conviviaux à travers ce mode projet plus élargi. Voilà. Et puis après, sur l'accompagnement de business, ça c'est comme toutes les entreprises, il faut aller rechercher du business. Et bon, mais là, ça dépend chacun de son secteur d'activité. Pour ce qui est du nôtre, on dépend fortement des grandes surfaces de bricolage qui ont retrouvé un fort dynamisme, puisqu'ils sont à plus de 21% d'activité sur la phase d'été. Et donc, le business est reparti assez fortement. Et donc, voilà, des projets, forcément, on a repriorisé les projets parce qu'il y a eu une baisse d'activité significative pendant 2 mois et que maintenant, tous les projets business sont prioritaires par rapport aux autres projets qu'on a pu faire avancer quand on était confiné et qu'il n'y avait pas de business. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est orienté, focus sur l'activité pour sauver une année qui est forcément compliquée pour beaucoup d'acteurs. D'accord. Très bien. Yann, tu veux dire quelque chose? J'ai été concentré sur quelques réponses là sur le chat, mais si vous voulez aller chercher un peu des informations sur ce que le confinement, la période de travail très particulière a révélé aux personnes sur le travail, j'ai envoyé un lien vers une enquête qui est en accès libre, qui a de mémoire comme ça, 2 grands résultats. Le premier, c'est que notamment chez les plus jeunes, ça a révélé un besoin de lien social très fort. Voilà, il y a eu un vrai le sentiment quand même que le fait de travailler avec les autres, d'être avec les autres, c'était vraiment quelque chose de très moteur, à la fois dans la vie perso, dans la vie pro. Et ça, c'est plutôt vrai de mémoire pour les moins de 30 ans.
Voilà. Et l'autre chose, c'est que vis-à-vis de la gestion de la crise, les managers révèlent davantage de difficultés ils révèlent d'avoir vécu davantage de difficultés durant le confinement que les collaborateurs. Les collaborateurs disent à quel point ça a été difficile pour eux de s'adapter à la situation, alors que la plupart des collaborateurs, la majorité, disent qu'ils se sont adaptés sans trop de difficultés. Voilà, donc ça donne un peu des indices, je dirais, un espèce de climat, de la façon dont les gens ont pu vivre la période de confinement au travail, et aussi peut-être des éléments sur lesquels on peut reconstruire ce fameux retour. Voilà, qu'est-ce qui a manqué aux gens, qu'est-ce qui a été révélateur pour les gens, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut reconstruire. Je ne parle pas évidemment en termes de business model, mais en termes de mobilisation des troupes. Il y a des choses qui se sont révélées, et autant partir de ça pour venir construire une équipe solide. D'accord. Mais non, Didier, lien social, Facebook, non, c'est pas ce que je signifiais, mais je vais pas m'étendre. Mais merci pour la remarque. Alors, on va aller sur le chat. Parce qu'on va faire une petite séance, une petite session de questions-réponses avec les auditeurs. Alors, je vais regarder dans le chat. Si vous avez des questions, c'est dans le chat qu'il faut les poser, si possible. Il me semble que Didier a posé une question. C'est un peu celle que j'ai traitée, mais de manière décalée. Mais après, peut-être que s'il y a d'autres personnes qui ont vu des enquêtes sur les statistiques, télétravail, temps de travail, efficacité, ça, on peut le partager. Hein. Moi, j'en ai pas comme ça là, au pied levé. Comment appréhender une nouvelle situation identique? Un reconfinement éventuel. C'est Didier qui pose la question. L'avantage, c'est que déjà, on est quand même plus préparé qu'au mois de mars. Prendre de la situation. L'expérience, on a accumulé l'expérience, on sait que ça fonctionne. On n'a pas forcément envie d'y revenir. Parce que derrière le reconfinement, c'est pas forcément le télétravail qui pose problème, c'est surtout que c'est vraiment une baisse d'activité, un arrêt de l'économie. Et c'est ça qui fait très peur aux entreprises, c'est l'arrêt de l'économie. Alors déjà qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ne sont pas forcément repartis, je pense à l'aéronautique forcément sur Toulouse. L'événementiel. Ou l'événementiel, tout à fait. Mais du coup, voilà, c'est surtout l'arrêt de l'économie qui nous fait peur. Après, si l'économie n'est pas arrêtée et qu'on est juste tous en télétravail, aujourd'hui, on est prêt en termes de numérique, on est prêt en termes de conduite du changement. On a tout ce qu'il faut pour passer le cap. Bon, pour répondre un peu à la question de Matt, évidemment, je ne pense pas qu'on le souhaite, hein, mais je serais curieux de voir si ça arrivait, de la façon dont chacun capitaliserait sur la première expérience. Parce que Matt évoque un nouveau paradigme en disant que les gens ont la possibilité d'être en travail, vont vouloir continuer, gain de souplesse, moins de parasitage, possibilité de mieux gérer son temps de travail. Évidemment, ça, ce sont les atouts que l'on met en avant sur le télétravail et ils doivent, on doit les considérer. Mais il y a eu aussi des témoignages qui ont montré qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a eu une difficulté à s'arrêter, il y a eu des rythmes qui ont été difficiles à trouver, voire qui n'ont jamais été trouvés. Elvire tout à l'heure a parlé d'intensification. Quand on avait des réunions à ce moment-là, elle était vraiment dans l'intensité, hein, ça je peux en témoigner. Et je crois que pour certains, ça a été aussi une période où on a plongé un peu dans des tunnels de travail et on en est ressorti un peu groggy. C'était pas toujours la meilleure situation pour travailler. Donc je pense que Sébastien l'a dit, hein, techniquement, on a mis en place des choses. Maintenant, il y a un savoir-vivre au télétravail, il y a une compétence de télétravail sur lequel on peut aller un peu plus loin, à la fois individuellement et d'un point de vue organisationnel. Actuellement, moi, je travaille avec une société qui s'appelle Dr. Inot, qui accompagne les entreprises justement pour essayer
de faire monter en maturité les organisations et les salariés sur ce télétravail comme réelle compétence, de telle façon à ce que les personnes qui télétravaillent soient dans une situation de travail satisfaisante et que les organisations aussi trouvent le bon phasage du télétravail entre le synchrone, l'asynchrone. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis au télétravail, j'assiste à la journée de travail ordinaire ou est-ce que j'y suis pour plutôt travailler de mon côté sur des dossiers que je ne peux pas travailler au travail. Mais tout ça, ce sont des questions qu'il faut travailler. On sait que l'organisation change profondément lorsqu'on généralise le télétravail au-delà de 2 jours par semaine. Voilà. En tout cas, c'est ce que dit Dr Hunot, hein, le chef de projet. Ils disent vraiment, en deçà, il n'y a pas besoin de tout mettre à plat. Mais au-delà, il se perd quelque chose dans l'organisation et du point de vue du télétravailleur ou du travailleur distant, maintenant on va dire ça, du travailleur distant, eh bien, il peut y avoir des pertes aussi, notamment soit une intensification du travail, soit une perte de communication avec les collègues et d'échange d'informations. On connaît le poids de l'informel, par exemple, c'est important. Elvire a parlé tout à l'heure d'innovation. L'informel dans l'innovation, c'est super important. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut travailler pour aller au-delà du bon fonctionnement technique du télétravail. Pour beaucoup de métiers, une fois qu'on a la technique, on n'a fait qu'un premier pas. On a rendu la chose faisable, mais on n'a pas encore rendu la chose performante. Voilà, à la fois pour l'individu et pour l'organisation. Ce sont deux choses qu'il faut mettre qu'il faut tisser ensemble. Voilà, donc voilà ma réponse à Matt. Oui, le télétravail, je crois que ça peut bien marcher, mais voilà, on peut faire la différence entre le télétravail et le travail distant. Voilà. Pour l'individu, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle dans un contexte de télétravail devient extrêmement ténue aussi. Et donc, ça impose à chacun de réfléchir à son organisation personnelle dans ce contexte pour éviter d'être dépassé, surpassé par le travail, parce que en fait, effectivement, après de nombreux témoignages, le télétravail a quand même généré une intensification des tâches pour les salariés et y compris aussi donc pour les gens qui travaillent en indep. Donc voilà, donc c'est un arbitrage qui reste important parce que pour éviter d'éventuels burn-out qu'on n'arriverait plus à qualifier forcément dû au travail. Tellement la frontière entre le privé et le professionnel devient fine. Donc, je vois que Luc apporte une précision, une notion, on va dire, de timing dans la communication. Il explique effectivement qu'il est d'accord avec l'interprétation de Yann. On était tous en phase 1 à ce niveau-là, sur la sincérité de la communication, mais qu'il faut communiquer à des moments opportuns, si j'ai bien compris. Oui, choisir le moment de l'information vis-à-vis des salariés. En expliquant qu'à contre-temps, ça peut provoquer des erreurs d'interprétation ou de compréhension et de la confusion. Qu'en pensez-vous ? Ouais, enfin, c'est un petit peu ce qu'on a effectivement échangé tout à l'heure, hein, c'est de trouver d'avoir l'information la plus juste possible. Et aujourd'hui, c'est parfois compliqué, voilà, de savoir entre trop communiquer, pas assez, en termes de timing, avec tous les changements qu'on peut subir liés à cette crise. Mais on est tout à fait d'accord. En 2020, il faut communiquer. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais revenir sur moi, je suis évidemment d'accord, mais on n'est toujours pas sorti de ce paradoxe d'une grappe d'innovation actuelle qui est entièrement tournée vers l'innovation, vers la communication, enfin, en tout cas en grande partie.
à toujours revenir sur le fait que la plupart de nos problèmes sont des problèmes de communication. Je crois qu'on a quand même une équation là qui est assez complexe. On n'a jamais été aussi bien équipé pour communiquer et on n'a jamais autant régulièrement dit que nos problèmes étaient des problèmes de communication. Donc, je reviens un peu à peut-être cette confusion que peut susciter chez nous le fait d'utiliser des outils de communication, de confondre la communication technique et la communication humaine. Voilà. Il y a des choses qui ne passent pas par les techniques de communication. Voilà. On est une espèce ultra-sociale. On a communiqué pendant des millénaires sans outils de communication en particulier. Ça ne nous a pas empêché de développer des civilisations, de faire des pyramides, de faire des châteaux, etc. Donc, on a cette capacité en nous à échanger des informations complexes, à partager des représentations du monde. Tout ne passe pas par les outils. Voilà, les outils sont des formidables opérateurs spatio-temporels. C'est ce que je dis dans mon article du Monde. Ils rapprochent du lointain, mais mal utilisés, ils peuvent aussi éloigner du voisin. Voilà. Et si jamais j'utilise ma messagerie pour communiquer avec mon voisin de bureau, effectivement, autant rester chez soi. Voilà, il n'y a aucun sens à la présence. On a beaucoup de. Évidemment, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Matt, et là je le rejoins, c'est que on doit transformer l'évidence de la présence par le sens de la présence. Voilà. De la même manière qu'il doit y avoir un sens au travail distant. Mais on doit remplacer des évidences par du sens. Et là, on sait beaucoup, effectivement, c'est ce qu'a dit Matt, c'est si on se retrouve sur le site essentiellement pour faire des visios et des conf calls, etc., on se demande pourquoi on est là, parce qu'on pourrait le faire chez nous. Donc ça, c'est un vrai boulot que peuvent faire les managers qui est intéressant. C'est faire que venir tous les jours sur un même lieu ait véritablement du sens du point de vue de l'activité. Voilà, ça peut en avoir quand on est dans une activité productive, évidemment, les machines sont là, c'est un peu évident, mais pour certains métiers, comme on en a de plus en plus, où on est sur un métier de service, où on a le sentiment que on pourrait très bien faire chez soi, mais il faut que les responsables réfléchissent au sens qu'ils donnent à la présence. Sinon, s'il n'y en a pas, eh bien, on va dire que la seule raison pour laquelle je suis là, c'est que mon manager il a besoin de surveiller ce que je fais, quoi. On y reviendra toujours à ça. Il faut véritablement apporter, voilà, remplacer cette évidence de la présence par du sens de la présence. Je vais revenir sur le webinaire. Donc, s'il n'y a plus de questions, bien écoutez, je propose effectivement qu'on stoppe le webinaire. Je pense qu'une synthèse sera effectuée par l'équipe de communication. Alors, je ne vais pas trop m'avancer. Je sais que la dernière fois, c'est passé comme ça. Encore merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. Merci à vous. Merci Jean-Hugues. Merci Jean-Hugues, merci à tous. Au revoir à tous. Bonne fin de journée. Merci également. Bon. Ciao.